Yorana, Kuraura et bienvenue dans Manava. Cela fait environ 3000 ans que ça existe. Les Jeux Olympiques 2024 ont lieu dans son jour. Et pour nous en parler de ce grand événement, nous recevons Emilia Havez, directrice du cabinet du Haut-Commissaire. Bonjour Harry. Barbara Martins-Nio, directrice du comité d'organisation olympique à Tahiti. Yoranari. Christian Wong-Song, conseiller technique du ministère Jeunesse et Sport. Ranari. Et enfin, Teeva Karo Teauna, coordinatrice opérationnelle du Tuarunui. Yaramari. Barbara, avant de parler en détail du déroulement des Jeux Olympiques, peux-tu nous parler du choix du comité d'organiser une partie des Jeux sur Tahiti? Alors, le choix remonte à la candidature de Tahiti, donc de la Polynésie française en 2019. Il y avait 4 autres villes du sud-ouest, notamment de la France et du nord-ouest de la France. Et Tahiti a remporté effectivement cette candidature avec un dossier de candidature très solide, avec une vague exceptionnelle qui faisait rêver bien au-delà des frontières de la métropole, avec une histoire aussi, ramener le surf dans le berceau et à l'origine du surf, et avec effectivement la volonté du comité d'organisation aussi, à travers cette candidature, de remercier l'ensemble des athlètes ultramarins qui, de façon générale, participent à la victoire, au rayonnement de l'équipe de France. Donc il y avait, j'allais dire, beaucoup de raisons extrêmement positives de favoriser la candidature et de retenir la candidature de la Polynésie française, ce qui a été fait dès 2019. Et à partir de là, la collaboration entre Paris 2024 et le pays a débuté. Est-ce que le fait de pouvoir faire une compétition de surf dans le Pacifique, le berceau justement du surf, c'est important pour vous? Oui, c'est important parce qu'il y a une vague mythique qui est celle de Te Aupo, qui est la vague des experts, qui est la vague qui fait rêver, qui est la vague aussi, on va pas se mentir, qui va offrir une image fabuleuse des Jeux. Donc on a, nous, cette idée en tête de pouvoir, à travers la vague, faire rayonner, bien évidemment, la discipline du surf, mais également la Polynésie française. On a la prétention à Tahiti, tous ensemble, de vouloir être une des plus belles images des Jeux Olympiques. Et ça, la vague de Te Aupo nous le garantit. Et justement, Christian, quel est le regard du ministère sur cette opportunité? Comme ce que Barbara vient de dire, la Polynésie profite justement de l'arrivée des Jeux Olympiques pour pouvoir faire rayonner la Polynésie, bien sûr, de pouvoir montrer cette destination de Te Aupo, qui est juste une des destinations magnifiques que le pays a. Et le pays profite aussi de cette occasion pour utiliser les Jeux comme levier au développement, ne serait-ce que de la presqu'île, développement en termes d'infrastructure, en termes de moyens, en termes de visibilité. Voilà, c'est ce que le pays recherche et apporte à la population de Tayarapu Ouest. On va y revenir un peu plus en détail, un peu plus tard dans l'émission. Emilia, quel est le rôle du Haut Commissariat dans l'organisation de ces Jeux Olympiques? Alors le haut commissaire, tout d'abord, c'est lui qui va être responsable de la sécurité de ces grands événements. Donc pour la Polynésie française, le relais de la flamme au mois de juin, donc qui va être une journée incroyable, le 13 juin. Et puis donc les épreuves de surf des Jeux Olympiques en juillet-août, avec voilà plusieurs jours d'un événement qui nécessite une organisation millimétrée en termes de sécurité. Donc ça, c'est le premier rôle du haut-commissaire, mais le haut-commissaire, c'est aussi un partenaire dans l'organisation de ces événements, puisqu'il est membre du comité de pilotage aux côtés de Paris 2024 et du gouvernement de Polynésie française, pour tout faire pour que ces Jeux se passent merveilleusement et qu'on anticipe toute l'organisation, aussi pour nos concitoyens qui seront présents et pour qui la vie doit continuer. Et puis enfin, l'État... c'est une année quand même incroyable d'accueillir les Jeux Olympiques à Paris et à Te Aupo. Et donc, à cet égard, il y a eu beaucoup d'appels à projets pour qu'il y ait aussi des personnes qui puissent participer à différents événements. Donc, par exemple, on a ma classe au jeu, où on a une classe de Polynésie qui va pouvoir aller en métropole, et d'autres appels à projets comme les Olympiades culturelles. Donc, c'est un accompagnement global sur la sécurité en premier lieu, mais aussi sur tous les aspects, y compris financiers, et notamment pour le pays, puisque le pays a beaucoup développé ses infrastructures pour accueillir ces Jeux. Et bien sûr, l'État est à ses côtés pour pouvoir être au rendez-vous.
Avant d'y revenir en détail, on va finir l'identification des personnes qui sont autour de cette table avec Teva. Est-ce que tu peux nous parler en quoi consiste l'implication du Touaronui? Alors, Touaronui est une cellule qui a été créée pour la coordination de ces jeux. Mhm. Différents services du pays sont mobilisés pour réaliser tout ce qui va autour de ces jeux. Donc, on a différents GT qu'on coordonne avec Paris 2024 sur différentes thématiques. Pardon, C'est quoi, GT, GT? groupe Oui. de travail. Merci. Donc, on a différents groupes de travail qui impliquent, en fonction de la thématique, différents services et impliquant l'État également. Et donc, c'est vraiment une collaboration commune qu'on fait et on s'assure de respecter les engagements du pays dans cette convention pour ces Jeux olympiques. Alors, parlons de choses concrètes, Barbara. Qu'est-ce qu'il va se passer durant les JO à Tahiti? Alors, pendant les Jeux à Tahiti, déjà, ça commence à J-100. On rentre déjà dans les Jeux à Donc Tahiti. aujourd'hui. Donc aujourd'hui, exactement. C'est important de le souligner parce que on se met dans l'ambiance à J-100 avec tout un dispositif qui est, et merci au pays, brillamment mené par la cellule JO du pays, qui va être notamment le relais des océans. Donc c'est le relais des océans, c'est quoi? C'est le relais de la flamme qui va traverser 6 territoires ultramarins du 7 juin au 17 juin et qui va passer par la Polynésie le 13 juin. Et puis, il va y avoir effectivement tous ces événements dont Eva reviendra dessus et que je ne spoilerai pas pour la laisser parler. Mais on va aussi avoir des fan zones, effectivement. Et nous, comité d'organisation, on va se mettre en place à partir du 20 juillet. C'est-à-dire qu'à partir du 20 juillet, c'est la date officielle, entre guillemets, d'ouverture de l'ensemble des espaces destinés aux accrédités. Dans les accrédités, on a les athlètes, on a les médias, on a les partenaires techniques, etc. Donc, avec un début des entraînements qui va commencer le 21 juillet jusqu'au 26 juillet, un début de la compétition ensuite qui prend le relais le 27 juillet et potentiellement qui pourra courir jusqu'au 5 août selon les conditions météo. Donc, on est véritablement dès J-100 sur une activation événementielle, festive, sportive, culturelle aussi, comme le rappelait Emilia avec les Olympiades, et qui va faire bouillonner un petit peu la Polynésie au rythme de ces J-100. Alors Barbara, tu viens de nous en parler. Il y a d'autres événements durant les JO. Justement, Teva, est-ce qu'on peut rentrer en détail sur ces événements-là? Oui, alors le premier sera le 13 juin, le parcours de la flamme avec le site de célébration en fin de journée. 10 jours plus tard, on a la journée olympique qui se passera sur la commune de Aroué. Un mois plus tard, du coup, on a une cérémonie d'ouverture sur Teahupo, sur Teyarapu Ouest. Et on aura un matin à Horoué, pardon, le 20 et 21 juillet, et qui correspondra du coup Au début des entraînements. Voilà, au début des entraînements. Donc, ça a été calé en fonction. Et on a nos fan zones du 26 au 30 sur Atimaono et du 31 au 4 sur Papeete. Et on finira par un carnaval sur Papeete le 4 août. C'est important pour vous, de mettre en valeur la jeunesse parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'implication des jeunes lors de ces événements. Alors, si on doit parler de Génération 2024, qui est un label dédié à toute l'institution scolaire, oui, c'est important. Génération 2024 a été le label le plus actif depuis ces dernières années. Et donc, pour leur rendre tout le travail qu'ils ont effectué, c'est justifié de les impliquer. Et au-delà du label Génération 2024, on veut quand même faire venir les quartiers prioritaires sur nos fan zones pour leur montrer toutes les disciplines qu'on pourra et toutes les activités qu'on pourra déployer lors de nos fan zones et espérer leur donner L'envie, faire naître des voilà, vocations l'envie, peut-être? d'inciter à faire quelque chose, si ça peut les inspirer. Voilà, c'était le terme. Si ça peut les inspirer à faire quelque chose, voilà. Au-delà des jeunes, Christian, comment est-ce que la population est-elle impliquée lors de ces Jeux olympiques? Je pense que la population, déjà, au niveau, par exemple, du site de Teahupo ou dans les communes, vont être impliquées.
grâce à tous les événements que justement va mettre en place le pays. Au niveau des sites de célébration, la population, elle pourra être impliquées ne serait-ce que par l'accueil de toutes ces personnes, les retombées qu'elles auront. Je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi au niveau de la population. C'est toutes les retombées qu'elles auront, enfin, qu'elles vont pouvoir en fait engranger suite à l'arrivée de ces JO. Parlons-en justement, est-ce qu'il y aura des retombées économiques? Retombées économiques, oui déjà, ne serait-ce que pour la création d'infrastructures. Beaucoup de choses ont été créées pour l'accueil des Jeux au niveau de Tayarap Ouest. On parle d'une marina, on parle de la Pointe Riri, on parle d'un nouveau pont, on parle d'un grand domaine, le fameux domaine rose qui a été viabilisé et d'une nouvelle tour. Donc ça, c'est des infrastructures, bon, certes pour les JO, mais qui va rester qui va rester juste après les JO. Donc, il y aura tout un héritage que la population pourra bénéficier. Nouvelle marina, donc forcément, c'est les pêcheurs qui vont être valorisés. Ça va être les prestataires qui auront un nouveau lieu de départ. Bénéficier de ce nouveau lieu. Exactement. Voilà, donc toute cette manne financière qui va retomber dans cette commune, elle n'est pas négligeable. Et au niveau de la population aussi, pouvoir accueillir autant de personnes, il faut bien pouvoir les loger, les nourrir. Et c'est aussi là que les Jeux Olympiques apportent cette contribution à la population. Et même au-delà de l'impact économique et matériel, je suppose qu'il y aura aussi des retombées immatérielles, à savoir l'image de la Polynésie qui sera mise en valeur. Mis en valeur, exactement. On ne sait pas comment... Enfin, j'ai envie de dire, la promotion, elle se fait dans les deux sens. Autant Te Ahupu'o a été, comme Barbara l'a souligné, la façon de pouvoir accueillir les Jeux ici, mais je pense aussi que les JO est le tremplin pour pouvoir montrer la beauté de Te Ahupu'o et de ses habitants. Voilà. Donc il faudrait qu'ils profitent de cette mise en lumière pour pouvoir briller. Cette belle opportunité. Exactement. Alors justement, Emilia, quand on accueille autant de personnes, il faut des mesures de sécurité. Comment est-ce qu'on assure, quelles sont les mesures qui sont prises pour assurer la logistique et la sécurité lors des JO à Tahiti? Alors pour assurer la sécurité, donc il y a eu un dispositif terrestre qui a été défini pour toute la partie qui concerne notamment la route, puisque c'est un petit peu le sujet ici, c'est qu'on n'a qu'une seule route finalement pour aller à Te Ahupu'o. Donc c'est important de préserver cet axe, notamment pour que les secours puissent continuer à intervenir à tout moment, y compris pendant cet événement. Au-delà de ce dispositif terrestre, donc il va être axé vraiment sur la circulation et sur les flux, on va avoir également un dispositif maritime, donc qui va concerner le plan d'eau, puisque là aussi il faut qu'on puisse contrôler qui va sur le plan d'eau, pour quoi faire pendant cette période particulière. D'une manière globale, pour compléter ces deux dispositifs terrestres et maritimes, on a aussi un dispositif aérien, puisque voilà, on doit aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de survol non prévu, donc on doit contrôler l'ensemble de ces espaces. Pas de drone pendant les JO par exemple? Alors, il y aura uniquement un organisme qui sera habilité à utiliser des drones à vocation commerciale. Exactement, télévisuel, Barbara pourra en parler. Et puis, il y aura les drones de l'État pour assurer la sécurité. Est-ce que c'est dans cette optique qu'a été organisé il y a quelques jours le Matara 2024? Alors oui, notamment, puisque l'exercice Matara 2024, donc il visait à faire rencontrer toutes les équipes de sécurité qui seraient amenées à intervenir à Vairao. Donc entre Vairao, par exemple le centre de secours des pompiers et le navire Aranui, donc qui mouillera dans la baie de Vairao pendant les Jeux Olympiques, qui accueillera donc les délégations et des accrédités pendant cette période. Donc on a réuni un peu plus de 50 personnes pour jouer différents scénarios, de l'incendie à un problème d'agression par exemple, pour s'entraîner tous ensemble dans ce contexte particulier et être prêt. Alors je pense qu'on l'a vu finalement
tous ces exercices montrent que nous sommes déjà prêts. Il y a déjà eu des exercices précédemment, hein, notamment pendant les dernières éditions de la WSL. Pendant la prochaine compétition, l'État va à nouveau mettre en œuvre ces dispositifs pour les tester et se préparer encore en vue des Jeux. Et voilà, c'est un processus permanent pour avoir l'ensemble des équipes au bon endroit pour faciliter les choses, hein. L'objectif, c'est de contrôler, mais pour faciliter. Maintenant, rendons-nous sur le lieu des JO. Pour y aller, il faut d'abord parler du parcours des porteurs de flammes. Donc, on va en parler avec Thé et Eva. Comment va se dérouler ce parcours? Alors, ce parcours, il va commencer très tôt le matin, à 6h30 sur Teahupo. Il va Rappelle-nous la date vite fait. le 13 ans, jeudi. Alors, ça sera un jeudi. Mhm. Les écoles ne seront pas fermées. Les services de l'État ont prévu du télétravail et on est en train de voir qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'administration. Donc, on sensibilise vraiment les gens sur la circulation que ça va engendrer durant toute la journée à différents moments et sur différentes communes, du coup. Elle commencera à 6h30 sur Teahupo, sur un tronçon de 1,7 km. Et elle parcourra 11 communes différentes pour arriver le soir à 18h30 avec l'allumage du mini chaudron sur Touata. Alors, qui sont nos principaux représentants? Alors, principaux représentants en tant que porteurs de la flamme, Bien sûr. on en a plusieurs. Alors, il y a une sélection de 124 relayeurs, dont 24 qui sont gérés par la Fédération de surf, puisqu'ils gèrent le départ de ce parcours. Et donc, qui constitue une équipe de 24 relayeurs. Au-delà de ce relais collectif, on a 100 porteurs et qui ont soit été identifiés ou qui sont passés par des campagnes et qui ont été sélectionnés en ce sens. Alors, il y a un peu plus d'une semaine, il a été annoncé que Veimalama faisait partie des porteurs de flammes. Est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur les différentes réactions qu'il y a eu? Comment est-ce que vous réagissez à ces réactions? Alors, il faut savoir qu'un porteur de flamme est sélectionné sur trois critères. Le critère sportif, mais ça ne veut pas dire que c'est un athlète de haut niveau. Ça peut très bien être un arbitre. Ça peut très bien être une personne engagée dans une association sportive. Sur l'esprit collectif et sur l'esprit innovant. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne fait pour son territoire, pour faire rayonner son territoire. Donc, c'est la raison pour laquelle Veimalama a été choisi, du coup, je Oui. suppose. Barbara, est-ce que c'est important pour vous de réaliser ce parcours de flammes dans les différentes communes? Est-ce que c'est une portée symbolique aussi? Oui, ça a une portée symbolique et c'est vraiment le J-100 et l'allumage de la flamme à Olympique a eu lieu hier. C'est véritablement le début des festivités. Donc je pense que c'est vraiment, il y a toute cette portée symbolique, bien évidemment, de transmission des valeurs olympiques qu'on connaît, l'excellence, le respect, etc., le partage. Mais il y a aussi, c'est le moment pour le territoire, quelque part, d'accueillir les Jeux et de s'approprier l'événement. Donc c'est vraiment un moment symbolique du côté des valeurs et c'est un moment extrêmement important parce qu'il permet la mobilisation du grand public autour de ces valeurs. Donc on l'attend avec impatience le 13 juin sur un parcours effectivement qui a été pensé par le pays et qui sera sécurisé par l'État. Et voilà, et c'est le début de l'histoire des Jeux en Polynésie. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, les Jeux Olympiques, c'est dans J-100 et on va se permettre une petite parenthèse avec Christian. Est-ce que la préparation de ces Jeux Olympiques vous permet de vous préparer pour l'accueil des Jeux du Pacifique qui vont arriver aussi dans les années à venir, pour l'accompagnement, le soutien des athlètes? Exactement. Donc, après les JO, bien évidemment, le pays a candidaté pour les Jeux du Pacifique et le chantier commence maintenant. Maintenant, parce que ça nous laisse à peine 4 ans pour pouvoir tout préparer. D'abord, les accueils au niveau des infrastructures, bien sûr, la rénovation de tous nos équipements sportifs. Donc là, on parle vraiment de 26 sites qui vont être réhabilités pour pouvoir accueillir ces athlètes du Pacifique. Et il y aura tout un volet sport qui va être développé au niveau du pays pour pouvoir accompagner nos athlètes
et ramener le maximum de médailles. Parce que c'est bien l'objectif du ministère, c'est de rapporter un maximum de médailles pour les Jeux à domicile. À cet égard, on mettra la contribution de vraiment tout le monde, certes le milieu sportif, mais aussi les communes, les infrastructures du pays et les clubs bâtisseurs. Parce que voilà, le mouvement sportif vient aussi des clubs bâtisseurs et ils vont être mis à l'honneur pour ces Jeux du Pacifique, car le pays va pouvoir accompagner ces clubs bâtisseurs et refaire naître en fait toutes ces valeurs que les clubs bâtisseurs au tout début nous ont apporté en tout cas au sport local. Voilà. Alors, on a encore un peu de temps avant les Jeux du Pacifique, donc on referme la parenthèse, on revient sur les Jeux Olympiques avec Emilia. Comment est-ce qu'on accède au lieu de la compétition? Il y a des laissez-passer pour les entreprises, les particuliers et même des recensements. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors pour contrôler ces flux dans la zone de Teahupo, donc ce qui a été défini avec tous les acteurs locaux, donc c'est de mettre en place un contrôle de la circulation. Donc la circulation sera réglementée et avec des contrôles de la gendarmerie, hein, donc sur l'ensemble de la presqu'île, avec notamment une interdiction de stationnement sur la voie principale. Et donc un point de filtrage sera positionné à environ 2 km de PK0 afin de laisser filtrer, laisser pénétrer dans la zone uniquement les gens qui ont besoin d'y aller. Donc, c'est pour ça qui qu'il y a un sont-ils? recensement. C'est d'abord les riverains. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, la mairie, je les en remercie, est en train de recenser les riverains et également les intervenants professionnels qui pourraient être amenés à avoir besoin d'aller jusqu'à ce PK0. Il y a aussi les commerces qui sont recensés. Donc, tous ces besoins locaux sont pris en compte dans le recensement. Ils sont obligatoires Et- aussi? Et donc, ils sont obligatoires. Ça permettra quoi? Ça permettra d'avoir, pendant la période des Jeux, un laissez-passer pour qu'au point de filtrage, à la présentation du laissez-passer, il puisse y avoir, on puisse aller jusqu'à l'endroit où on le souhaite. Ça se Qui passe- pourra passer, donc très concrètement, les gens qui auront un laissez-passer Bien sûr. et les gens qui auront une accréditation, puisque il y a aussi tous les gens qui vont être dans l'organisation des Jeux, le pays, Paris 2024, les médias, etc. Est-ce qu'il faut Eux seront accrédités. Donc on aura ces deux, soit on sera accrédité, soit on aura un laissez-passer, ce qui permettra d'accéder sur la zone entre PK2 et PK0. Pour autant, ça c'est ce qui sera mis en place la journée. On pense, on va l'affiner en fonction des exercices prochainement, mais je pense qu'on va mettre ce filtrage à partir de 5 heures le matin, uniquement dans le sens Tahiti-Taupo. Mhm. Donc, ce qui veut dire que la nuit, la population pourra circuler librement, et dans le sens sortie également, hein, pour partir de la presqu'île et revenir sur Tahiti-Louis. Voilà, on passera le filtrage directement. Et si on parle des athlètes, Barbara, comment sont-ils accueillis? Alors les athlètes sont attendus déjà, parce que on les attend avec impatience. Ils sont venus l'année dernière déjà pour certains. Il faut savoir qu'il y a des camps d'entraînement, un par an. Donc il y en a eu un en 2023, il y en aura un encore cette année en 2024. Donc beaucoup d'entre eux, tous les grands athlètes professionnels, effectivement, connaissent très très bien Teahupo. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs contacts privilégiés au niveau des habitants. Donc ils vont être accueillis par la Polynésie. Très concrètement aujourd'hui, ce qu'on veut mettre en place en tant que comité d'organisation et avec le pays, c'est que dès l'arrivée de l'athlète à l'aéroport, il sache immédiatement qu'il est en Polynésie. Donc pour ça, il va être accueilli par des volontaires polynésiens et on va lui faire vivre une expérience tout du long qui soit la meilleure expérience possible avec une mise en avant, bien évidemment, de la culture polynésienne. Et pour ça, on a un atout fabuleux qui est que ces athlètes vont être accueillis sur Teahupo, mais aussi dès l'aéroport. Certains ont fait le choix de loger chez l'habitant, donc vont avoir ce contact privilégié avec l'habitant. D'autres ont fait le choix de loger sur la Ranui, et la Ranui est un joyau de la culture polynésienne, et il y aura effectivement aussi des animations culturelles en lien avec la Polynésie. Donc j'allais dire que tout leur parcours va être pensé à la fois en accueil de la part du comité d'organisation. Notre travail à nous, c'est de garantir le niveau de service et de faire en sorte qu'ils aient tout
ce dont ils ont besoin et on va impacter ou en tout cas agrémenter tout cela effectivement de la culture polynésienne. Donc c'est vraiment ça, on veut et on souhaite que quand un athlète rentre chez lui, il ait ce souvenir immémorable de la vague de Te Aupo, mais qu'il ait aussi cet attachement de cœur à la Polynésie et qu'il reparte avec un souvenir que les athlètes à Paris n'auront pas forcément. Et parlant aussi de la population qui aimerait assister aux Jeux Te'eva, est-ce qu'il y a des endroits où on pourra voir les épreuves si on ne peut pas aller sur place à Te Aupo? Oh, Pardon, oui, nos fan zones ont été pensées pour ça. Donc, il y aura une retransmission sur grand écran sur chacune de nos fan zones. Donc, toutes les personnes qui ne pourront pas avoir accès à la zone de compétition sont les bienvenues sur nos fan zones. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour savoir où sont les fan zones? Alors, la fan zone et la première fan zone du 26 au 30 juillet se déroulera sur le parc de Hatimauno. Et du 31 juillet au 4 août se déroulera sur le parc Paufei jusqu'à l'esplanade basse de Toata. D'accord. Il y a un site, un lien sur lequel on peut aller se Nous renseigner? avons un site touaronui.gov.pf avec notre page sur les réseaux sociaux pour toutes ces informations. Une page Facebook. Et pareil, c'est là-bas qu'il faut aller se renseigner pour le recensement, justement, si ça a déjà commencé. Alors pour le recensement, effectivement, ça permettra d'avoir les informations, mais pour pouvoir se faire recenser, il faudra directement soit se rendre auprès de la commune, si on fait partie des habitants, soit se diriger directement vers notre cellule pour toute la partie commerciale, acteur économique. Les Jeux Olympiques, c'est déjà dans 100 jours. Bon courage à tous les athlètes qui vont y participer et merci à vous d'avoir répondu à ma question. Maruru. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato farerir a trahoma parhena.